Vous êtes donc ici, bienvenue à cette matinale qui porte sur penser les liens entre environnement et santé mentale, les apports de la psychologie environnementale et la mise en lumière d'un projet, et du coup de deux projets, de revégétalisation de cours d'école. En soutien technique, nous avons Guillaume Rice, que vous ne voyez pas, mais qui est heureusement avec nous. Et nous excusons Laure Hatcher-Segui qui est absente ce matin et à qui nous souhaitons un bon rétablissement surtout. Et donc moi, je suis Delphine Soulignac. Je suis là pour être un peu votre porte-voix aussi. Et je suis chargée de projet et référente territoriale pour le département du Lot au sein de l'IREPS Occitanie. Et j'ai la chance du coup d'être en animation et en interaction avec nos intervenants du jour, qui sont donc Gladys Paragan-Jason, qui se présentera tout à l'heure, chercheuse à la station d'écologie théorique et expérimentale de Moulis, du CNRS de Moulis en Ariège, et qui nous parlera du coup du concept de psychologie environnementale, des impacts des environnements naturels et artificiels sur le bien-être, voilà, la question du sentiment d'appartenance à la nature, le programme aussi, le pouvoir des arbres, que nous allons évoquer, et puis, le lien justement entre l'environnement naturel et le bien-être des enfants, puisqu'il est aussi question de ces sujets de cours d'école. Et puis, nous pourrons identifier les effets positifs attendus de la revégétalisation. Si tout se passe bien côté technique, on aura aussi la possibilité d'avoir une mise en pratique de ces recommandations. On verra ça en toute fin de présentation. Nous aurons ensuite la possibilité d'entendre M. Jean-André Magdalou, qui se trouve être le maire de la commune d'Alénia, dans les Pyrénées-Orientales, qui nous fait la joie d'être avec nous aussi ce matin et qui va nous présenter le retour d'expérience engagé par sa collectivité autour d'un projet de désimperméabilisation et de revégétalisation de quartiers de quartier de la cour d'école de la commune. Et enfin, en bonus, puisque c'était pas indiqué dans le programme, mais nous avons la chance aussi de pouvoir compléter cette présentation de ce matin par l'intervention de Marie Delaille, qui se trouve être responsable d'études au CEREMA Occitanie et qui est en train d'accompagner un projet de végétalisation de cours d'école dans le Lot, justement, pour la ville de Figeac, et qui aura du coup l'occasion de nous présenter tout ça tout à l'heure. Donc, je vous le redirai bien entendu, mais je remercie d'ores et déjà nos intervenants pour leur présence et pour la richesse de leur présentation et pour tout l'intérêt qu'on a de travailler avec eux. Rapidement, je vous rappelle, si vous ne le connaissiez pas, mais je crois que nous avons dans l'assistance quelques initiés, disons, à la connaissance de l'IREPS, qui se trouve être l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Occitanie, dont les missions sont listées en dessous, donc qui portent sur l'appui méthodologique aux porteurs d'actions et de projets. Nous sommes là aussi pour proposer un appui documentaire aux professionnels et au public, tout type de public. Nous sommes également mobilisés pour contribuer aux politiques publiques de santé et à l'animation des territoires. C'est en ce sens que nous sommes beaucoup en appui aussi des délégations départementales de l'ARS, des collectivités aussi parfois, dans toutes les priorités qui seront identifiées comme étant des priorités de santé sur ces territoires. On est là également pour concevoir et mettre en œuvre des programmes à caractère régional ou local, avec aussi des partenariats locaux ou régionaux. Et puis enfin, bien entendu, nous avons dans nos missions la formation qui va viser à renforcer les compétences et professionnaliser les interventions. Nous nous rencontrons ce matin dans le cadre du dispositif d'appui en prévention et promotion de la santé Occitanie, le fameux DRAPS, qui se trouve être un dispositif pour lequel nous sommes financés là aussi par l'Agence régionale de santé. Et ce DRAPS a pour but, donc, en tant que dispositif régional et partenarial, d'informer, de permettre de se former et d'échanger autour des actions en prévention et promotion de la santé au sein de toute la région Occitanie. Des interventions ont lieu dans chacun des départements. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, ce matin, on parle de la matinale qui a trait au département du Lot et que vous avez pu ou que vous pourrez retrouver des matinales qui portent davantage sur chacun des départements. Justement, ces matinales ont pour objectif de favoriser les échanges sur les pratiques de la recherche interventionnelle en santé publique et promotion de la santé, de soutenir le développement de projets de recherche innovants, de valoriser aussi, bien sûr, des projets issus d'une recherche interventionnelle qui vont mobiliser des données probantes, ou du moins prometteuses, et puis d'évoquer également les freins et les conditions de réussite d'une recherche interventionnelle. C'est aussi bien sûr pour ça qu'on est très heureux ce matin de faire dialoguer ces deux niveaux, entre l'expertise de Gladys Baragan-Jason et puis la mise en œuvre effective qui peut être celle engagée par les collectivités.
C'est tout l'enjeu et tout l'intérêt de ces matinales-là. Et puis enfin, la question des mises à l'échelle aussi dans d'autres contextes. Comment est-ce qu'on peut déployer et dupliquer certaines actions, certains projets. Vous avez ici en référence le rappel des épisodes précédents, puisque nous sommes aujourd'hui dans la clôture, une fin de cycle de visioconférence qui entrait dans l'enjeu de mieux comprendre justement les enjeux de santé environnementale en prévention et promotion de la santé. Et vous voyez que depuis le 2 septembre, se sont succédés 4 matinales qui ont porté sur les différents sujets et thématiques que vous voyez listés là. Je ne vous les relis pas, mais vous pourrez bien sûr à loisir les retrouver en replay sur le site du DRAPS, de la même façon que notre matinale d'aujourd'hui, encore une fois. Avant de démarrer et de laisser la parole à nos intervenants, simplement un petit rappel très très léger en forme de préambule, disons, sur ce dont il est question quand on parle de santé mentale, puisqu'on parle ici de lien entre santé mentale et santé environnement. Simplement se dire que dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé, on entend par la question de la santé mentale être en bonne santé mentale, se sentir bien et s'accomplir, être en mesure de surmonter les tracas de la vie quotidienne, étudier, travailler, échanger avec les autres et contribuer à la vie de sa communauté. La santé mentale, c'est donc un état de bien-être indispensable pour être en bonne santé tout court. Comme le rappelle l'OMS, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Donc, ces quelques éléments sont issus de différentes sources, et notamment de l'INSERM. Vous avez, j'imagine, tout un tas de ressources qui vous permettent de voir des définitions un peu croisées de la santé mentale, mais en tout cas, celle-ci nous permet de nous dire que quand il est question de santé mentale, il est question d'équilibre. Et on le verra du coup, d'équilibre entre l'environnement, le milieu dans lequel on interagit et dans lequel on est amené à évoluer. Tout est question de ressources aussi. Je vous propose également là, de façon très très légère et absolument pas exhaustive, de retrouver quelques éléments de ressources également, si vous le souhaitiez. Bien sûr, de nouveau, les bibliographies commentées du DRAPS sur de multithématiques qui seront tout à fait opportunes à retrouver. Et puis plus spécifiquement sur les questions de santé-environnement, les ressources vers nos partenaires du GREN et de l'Agir ESE, la plateforme Agir ESE, qui peuvent aussi être l'occasion de trouver tout un tas de projets, de ressources documentaires, bibliographiques pour compléter vos actions. Et puis, bien entendu, pour terminer, les liens vers les ressources et les sites des structures et des institutions de nos intervenants de ce matin. Voilà pour moi. Je vais maintenant passer la parole à Gladys Barragan-Jason, qui va du coup présenter ses travaux. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Bonjour à tous, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Tac. Est-ce que c'est bon? Oui, tout le monde voit mon écran. Alors, c'est parti. C'est parti. Bonjour. Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Gladys Barragan-Jason. Je suis chercheuse à la station d'écologie théorique et expérimentale à Moulis. Donc, c'est un labo qui est au sud de Toulouse, dans les Pyrénées. Donc, avant de commencer, je voulais remercier l'IREPS et toutes les personnes qui ont organisé tout ça pour avoir pensé à moi et m'inviter à présenter mes travaux. C'est super et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc, au cours de cette présentation, donc elle sera en 3 parties. Dans la première partie, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment qui je suis un peu et comment j'en suis arrivée à travailler sur cette question de santé environnementale, enfin de santé mentale et santé environnementale avec l'approche de la psychologie environnementale. Ensuite, je vous parlerai un peu plus du sentiment d'appartenance à la nature ou connexion humaine-nature. Et enfin, je terminerai sur le projet sur lequel je suis en train de travailler et pour finir un petit peu sur un aspect un peu plus interventionnel qu'on a développé l'année dernière. Donc, en fait, moi, j'ai toujours été intéressée par ce qu'on appelle la prosocialité. Et la prosocialité, c'est un peu un gros mot inventé par les sociologues dans les années 80 pour désigner tous les comportements d'entraide, comme la coopération, le partage, l'altruisme. Mais ce qui fait la particularité un peu de mon parcours et de mon travail, c'est que j'ai étudié ce thème en multipliant les approches. Donc, j'ai commencé en
pendant ma thèse, à travailler en neurosciences cognitives pour essayer de comprendre comment le cerveau codait l'information qui était liée à la prosocialité. Ensuite, je suis partie au Canada pour travailler en psychologie du développement pour essayer de voir comment cette prosocialité se développait au cours de la vie. Ensuite, je suis revenue sur Toulouse et travaillé en économie comportementale pour essayer de comprendre comment certains facteurs comme les normes sociales ou la patience pouvaient influencer le développement de la prosocialité. Et puis là, je commence à expliquer un petit peu pourquoi je me suis rapprochée de la station d'écologie. Je me suis rapprochée des écologues pour travailler un peu en biologie évolutive et essayer de comprendre l'impact des liens génétiques et sociaux sur la prosocialité. Et enfin, je me suis intéressée à la psychologie environnementale pour essayer de comprendre quels facteurs, donc quel environnement artificiel ou naturel, l'impact de l'environnement artificiel ou naturel pouvait avoir sur la prosocialité. Et c'est dans ce cadre que je me suis d'abord intéressée aux effets des environnements artificiels, notamment des écrans, sur la prosocialité, mais pas que, sur le développement et les apprentissages. Et donc, j'ai découvert toute une littérature qui n'est pas très réjouissante, qui montre que l'exposition aux écrans récréatifs, donc supérieure à 1 heure par jour, avait des répercussions négatives sur la santé mentale et la santé physique des individus. Donc, au point de vue de la santé mentale, elle provoque des troubles cognitifs, comme des troubles de la concentration, l'augmentation du stress et de l'anxiété, des troubles de l'apprentissage et une fatigue qui entraîne justement des problèmes de concentration et d'apprentissage. Ensuite, on avait aussi des troubles du comportement, donc des troubles de l'inhibition, difficulté à se contrôler, une augmentation des comportements violents et agressifs et une augmentation de la prise de risque. Au niveau de la santé physique, on avait un effet négatif sur le sommeil, qui on sait est très important pour le développement de l'enfant, et sur ce qu'on appelle le circuit de la récompense, qui est en fait un circuit qui est normalement activé pour différentes choses de la vie normale. Donc, par exemple, quand quelqu'un vous fait un compliment, ce circuit s'active. Quand vous mangez un bon plat, ce circuit s'active aussi. Quand on a un exercice difficile à faire et qu'enfin on arrive à y arriver, ce circuit s'active et ça nous permet ensuite de nous donner envie de refaire cette action. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'exposition aux écrans va suractiver ce système, ce qui fait qu'ensuite, les choses dont je viens de vous parler ne vont plus l'activer et donc on ne va plus avoir le même plaisir et la même sensation de bien-être quand ces éléments vont arriver, ce qui va avoir ce qui va provoquer d'autres problèmes et pas que au niveau justement des écrans, mais qui va aller toucher d'autres sphères comme par exemple des troubles de l'alimentation. On va avoir envie de manger des choses plus grasses, plus riches en calories. Et donc, plus les problèmes de sédentarité, etc., on rentre dans un cercle un peu vicieux de mal-être, plus ou moins, à la fois mental et physique. Donc là, à titre d'exemple, donc là, ce sont des dessins c'est une étude réalisée en Allemagne sur avec des enfants de 5 ans à qui on demandait de réaliser des dessins. Et donc, en haut, vous avez des dessins qui sont réalisés par des enfants qui ont une faible exposition aux écrans, donc inférieure à 1 heure par jour. Et puis, de l'autre côté, en dessous, vous avez une exposition supérieure à 3 heures par jour. Donc, c'est une étude qui a été assez médiatisée parce qu'elle est assez parlante quand on voit. Ça, c'était juste un exemple. Donc, moi, dans le cadre de ma recherche, je me suis intéressée, parce que j'avais cette question, parce que je travaillais sur la prosocialité, je voulais savoir, je me suis demandé si les enfants qui ne regardaient pas les écrans n'étaient pas en fait exclus par les autres enfants parce que on entendait beaucoup de parents qui venaient me voir en me disant oui, mais si on ne le met pas devant l'écran, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Est-ce qu'il ne va pas être exclu? Est-ce qu'on ne va pas se moquer de lui? Donc, j'ai mené une étude en Ariège, donc sur 250 enfants qui avaient de 4 à 6 ans. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré chez eux le temps d'exposition aux écrans en donnant un questionnaire qui était destiné aux parents ou de leur demander un peu d'évaluer.
Et puis, le réseau social des enfants, on demandait à l'enfant avec qui il aimait jouer dans la classe et on regardait combien de fois chaque enfant était cité par les autres pour avoir un degré d'intégration sociale, de popularité, entre guillemets, dans notre jargon. Donc, la première chose qu'on a trouvée, c'est que les enfants, les petits-enfants et les gens entre 4 et 6 ans étaient en moyenne exposés à 1h30 donc 1,6 heures par jour, et que 75% d'entre eux étaient plus d'une heure par jour, et 41% plus de 2 heures par jour, ce que je trouvais assez énorme pour cette tranche d'âge déjà. Et ensuite, au niveau des résultats, quand on a essayé de regarder le lien entre temps d'exposition aux écrans et réseaux sociaux, on a observé que les enfants, du coup, les moins populaires, passer plus d'une heure par jour devant les écrans. Donc, on avait aussi un effet négatif des écrans sur l'intégration sociale des enfants. Donc, que faire, parce que c'est les questions qu'on se pose, qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour limiter le temps d'écran des enfants à la maison? Donc, ce qui a été proposé, c'est plusieurs choses. Il y a eu plusieurs livres qui ont été donc L'enfant et les écrans par l'Académie des sciences. Il y avait les 4 petits pas de Sabine Duflot qui proposait aux parents pour pouvoir diminuer le temps d'écran, de ne pas leur proposer du temps d'écran le matin parce que ils vont utiliser toutes leurs ressources attentionnelles pour la journée et donc ça, c'est pas possible. Donc, il faut éviter le matin, pas pendant les repas parce que ça empêche la communication en fait avec les communications que l'on a à ces moments-là, les temps d'échange, et ça empêche aussi de se concentrer sur son repas. Pas avant de se coucher parce que ça va retarder l'endormissement. Et ensuite, pas dans la chambre de l'enfant parce qu'il va avoir accès, il va avoir envie de plus l'utiliser. C'était des techniques pour limiter le temps d'écran. On avait aussi le psychiatre Serge Tisson qui a proposé le 3-6-9-12, donc pas d'écran avant 3 ans, pas de console personnelle avant 6 ans, pas d'Internet non accompagné avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Et son livre qui explique tout ça. Mais malheureusement, malgré la mise en place de ces actions, même si ça permet donc de réduire un peu, mais il faut savoir qu'on a quand même des effets sur le long terme, et même quand les enfants sont plus grands, même après 12 ans, même après 14 ans, même chez l'adulte. Donc, donc moi, je propose quelque chose d'autre, peut-être, qui pourrait venir compléter ces recommandations. Parce qu'en travaillant un petit peu du coup en psychologie environnementale, j'ai découvert toute une littérature qui montrait que l'exposition à la nature dès 20 minutes par jour, donc un environnement plus ou moins naturel, avait en fait tous les effets inverses des écrans, c'est-à-dire qu'il allait améliorer à la fois la santé mentale et la santé physique. Et il y a plus de 300 études expérimentales qui sont actuellement publiées. Donc là, on a fait une synthèse qui va bientôt sortir et qui a montré donc c'est bien fait. Et ce qui sort de cette synthèse, c'est que plus l'endroit est un peu naturel, préservé, plus il y a d'espèces différentes, plus l'effet est fort. C'est un facteur qui est important. Et le deuxième facteur, c'est plus on fait attention à son environnement, c'est-à-dire on ne passe pas juste sans regarder, mais plus on prend le temps de se focaliser son attention sur l'environnement dans lequel on est, plus l'effet bénéfique est important. Donc là, à titre d'exemple, je ne vais pas vous présenter les 300 études, je vais en présenter 2. Là, c'est une étude qui a été menée en Espagne, donc pas très loin de là où je suis actuellement, sur presque de 5000 élèves entre 7 et 12 ans. Et donc, ce qu'ils ont fait pendant cette étude, c'est qu'ils sont allés mesurer la mémoire de travail, qui est en fait la capacité à retenir une série de chiffres dans un sens, dans l'autre, et à manipuler l'information. Et en fait, elle est très liée à l'apprentissage et à l'intelligence des enfants. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été mesurés au cours de l'année, donc 4 fois, cette mémoire de travail chez ces enfants. Et ils ont comparé une école où il y avait donc un groupe d'écoles qui était ce qu'on appelle avec un haut degré de végétalisation. Donc là, c'est un peu extrême ce que j'ai mis là, mais c'est pour vous donner une idée. Donc en vert.
et une école plus classique, comme ça, bétonnée, que vous avez ici en marron. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, au départ, il n'y avait pas d'effet significativement différent entre les deux écoles, enfin, entre les deux groupes d'écoles, pardon. Mais au cours de l'année, ceux qui étaient dans un milieu naturel, qui passaient beaucoup de temps dans un milieu végétalisé, avaient de meilleures performances en mémoire de travail que l'autre groupe. Un second exemple ici, c'est sur les troubles déficitaires de l'attention, ou les troubles attentionnels. Là, ce qu'ils ont fait dans cette étude-là, c'est qu'ils ont demandé aux parents où les enfants avaient joué dans la semaine qui précédait les tests, quand les enfants sont venus dans le laboratoire. Et si là, vous avez la sévérité des symptômes, donc c'est-à-dire la sévérité des troubles attentionnels, qui est ici en vert. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est si les enfants ont joué dans un milieu en intérieur fermé ou dans un extérieur bétonné et clôturé, ils ont beaucoup plus de troubles attentionnels que lorsqu'ils sont dans un extérieur vert et arboré ou dans un extérieur ouvert et vert. Là où les troubles sont les plus faibles, c'est quand c'est vraiment très, 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 très ouvert et vert. Donc, encore une fois, ceci montre les effets bénéfiques d'un environnement naturel sur des troubles déficitaires de l'attention dans ce cas-là. Donc, après avoir travaillé sur ces questions-là, je me suis intéressée à un autre domaine qui était... J'ai en fait découvert toute une littérature sur les interactions humaine et nature, à la fois décrite par les philosophes et par les anthropologues, sur le lien que l'on pouvait entretenir avec la nature. Et j'ai découvert que dans certaines sociétés traditionnelles, dans certaines sociétés humaines, les personnes entretenaient des relations dites prosociales, donc des comportements d'entraide, comme j'ai décrit précédemment, avec leur environnement naturel. Et ça m'a amené à repenser mon sujet, la prosocialité, qui était initialement cantonnée aux relations entre humains, à l'élargir aux relations humains-non humains ou humain-nature, et du coup à y introduire tous les comportements que l'on dit pro-environnementaux, donc en faveur de l'environnement. Et c'est dans ce cadre que je me suis intéressée, donc je vais parler de ça maintenant, à la connexion humain-nature et à son utilité dans les sciences de la conservation ou dans les sciences de l'éducation. Parce qu'il faut savoir que, je pense que tout le monde est au courant maintenant, qu'on est dans une étape, que l'activité humaine a un impact très fort sur la biodiversité et sur le climat, et que pour lutter contre la perte de biodiversité et pour conserver le climat, il y a plusieurs stratégies de conservation qui ont été mises en place depuis les années 60. Il faut savoir qu'il y a plusieurs, quand on parle de conservation, il y a des fois les personnes se parlent et puis elles ne savent pas, on ne parle pas de la même chose, parce qu'il y a eu en fait 4 grandes vagues de stratégies de conservation. La première vague, c'était dans les années 60, qui s'appelait la nature pour elle-même. C'est-à-dire, c'était la mise sous cloche de la nature, donc les natures sans humains, pour laisser la nature se régénérer sans action humaine et donc pouvoir en bénéficier aussi. Ensuite, dans les années 80, il y a eu la nature malgré les humains, donc c'était tous ces endroits qui sont déjà dégradés et où on vit. Et donc là, cette stratégie de conservation-là, elle a visé à restaurer les endroits, par exemple en végétalisant les toits dans les villes, en dépolluant, en faisant des choses qui pouvaient permettre d'améliorer l'habitat où on vivait, nous aussi. Dans les années 2000, il y a qui s'appelle la nature pour les humains. Donc, c'est tous les services écosystémiques, si vous en avez parlé, c'est-à-dire tout ce que la nature peut apporter aux êtres humains, comme le fait qu'il y ait la pollinisation des abeilles ou le nettoyage des eaux, la filtration de l'eau par le sol, etc. Donc, tout ça, ce sont des services. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis donc, le but, c'était de montrer à quel point, combien d'argent nous rapportait cette nature pour les humains et combien on devrait payer si elle n'était plus là, et pour essayer de valoriser un petit peu ce que la nature faisait pour nous. Et puis dans les années, donc il y a à peu près une dizaine d'années, une quinzaine d'années, 10-15 ans,
il y a une nouvelle stratégie de conservation qui s'appelle Humain et Nature. Et en fait, là, elle s'intéresse en fait il n'y a plus la nature pour les humains ou les humains pour la nature, c'est la relation bidirectionnelle et synergique que l'on peut avoir. Et là, la stratégie est d'améliorer à la fois le bien-être et la santé humaine et la santé des écosystèmes. Et c'est dans ce cadre que s'intègre la connexion humain-nature. Parce qu'on parle souvent de connexion, de déconnexion. C'est un mot assez, on va dire, à la mode. On entend pas mal parler de ça dans les médias, etc. Donc moi, quand je parle de déconnexion humain-nature, je parle de plusieurs types de déconnexion. Il y a une première déconnexion dans nos sociétés, en tout cas, qu'on appelle donc une déconnexion psychologique ou philosophique, qui, moi je me cantonnerai aux aspects scientifiques, on obtient ces idées de grands philosophes, donc Descartes, Kant, qui ont prôné une discontinuité, en fait, une séparation entre l'humain et les autres êtres vivants, qu'on aurait une intériorité différente, qui ferait de l'humain, on va dire, une espèce à part, et qui, déconnecté du reste du vivant, et qui se devait de le dominer, de le manager, de le gérer. C'est une première déconnexion. Et il y a aussi une déconnexion physique qui est liée à l'urbanisation qui augmente. Il faut savoir, donc, dans une étude récente que l'on a menée, il faut savoir qu'actuellement, donc, il y a 55% de la population qui vit dans des zones urbaines et on s'attend à 68% en 2050. Et dans une étude récente, on a montré qu'on a une tendance qui continue à augmenter. Donc, on a une distance du lieu de vie à une zone naturelle qui est environ de 10 km quand on regarde mondialement. Et elle est d'autant plus grande en Europe et en Asie, à l'est de l'Asie. Et donc, par exemple, en Allemagne, on est à 22 km en moyenne d'une zone préservée et en France, à 16 km en moyenne. Donc, il faut savoir que cette déconnexion psychologique et physique a pu mener à ce qu'on appelle des valeurs et des pratiques non durables, comme la surexploitation, la surconsommation, que l'on peut observer dans nos sociétés. Alors, du coup, est-ce qu'on pourrait se reconnecter? Ça, c'est la grande question. Donc, il y a des gens qui pensent que non, parce que c'est comme ça, c'est dans notre culture, etc. Et puis, moi, je pense que oui, pour différentes raisons. La première raison, c'est que les enfants, dans nos sociétés, dans toutes les sociétés du monde, présentent ce qu'on appelle donc, un animisme enfantin. C'est un terme qui est proposé par Piaget, mais un terme plus scientifique, pas scientifique, mais biologique. On parle aussi de biophilie, donc c'est une curiosité, un attrait pour le vivant, quel qu'il soit. Et on observe ça en fait chez l'enfant. Et il y a une étude, à titre d'exemple, une étude assez extrême, mais assez rigolote, je trouve, que je voulais vous présenter là, qui a été faite par une chercheuse qui s'appelle Weeks, aux États-Unis. Et donc, c'était en fait un test de choix moraux qui avait été fait chez l'enfant et chez l'adulte. Dans ce test, elle demandait aux enfants de choisir. Donc, elle disait, il y a 2 bateaux. Sur l'un des bateaux va couler et tu ne peux en sauver qu'un seul. Sur ce bateau-là, il y a un être humain, une personne. Sur ce bateau-là, il y a un chien. Qu'est-ce que tu choisis? Lequel choisis-tu de sauver? Donc, l'enfant ou l'adulte pouvait choisir de sauver l'humain ou dire qu'il ne pouvait pas choisir, ou le chien. Et on faisait varier le nombre d'humains ou de chiens. Donc, c'était un humain versus 2 chiens, versus 10 chiens, versus 100 chiens. Et après, on faisait l'inverse. Donc, on augmentait le nombre d'humains et on gardait toujours le même nombre de chiens. Donc, ce qu'on observe dans les résultats, si on regarde les résultats chez l'adulte, donc en jaune, vous avez la proportion je sauve les chiens. En rouge, je ne peux pas choisir. Ou en bleu, je sauve les humains. Là, vous pouvez voir que quel que soit, on va dire, le nombre, donc là, c'est un homme versus 100 chiens. Là, quand on est 1 versus 1, on est au milieu ici. Donc, quel que soit le nombre de chiens ou d'humains, majoritairement,
les adultes aux États-Unis vont choisir, vont sauver les humains. Donc, il y a plutôt cette vision-là où l'humain est plus important que les autres espèces. Et quand on regarde donc, chez l'enfant, là, c'était des enfants entre 5 et 9 ans, on a quelque chose de complètement différent. Là, quand on regarde justement 1 versus 1, on a une symétrie presque parfaite. C'est-à-dire que les enfants ne vont pas choisir en termes d'humain, l'humain est plus important que le reste, mais vont bien choisir un vivant versus un autre vivant. Ce qui est intéressant, cette vision en tout cas, où l'humain est prioritaire, semble apparaître en tout cas après 9 ans, puisque chez les enfants, donc, ils ont testé jusqu'à 9 ans. Voilà. Là, c'est un exemple de cette biophilie et de cette absence de hiérarchisation du vivant chez l'enfant. Ensuite, il y a le deuxième argument, c'est qu'il y a des peuples traditionnels qui, eux, ont choisi de maintenir cette connexion tout au cours de la vie, même chez l'adulte, culturellement, ils ont maintenu et valorisé les autres êtres vivants, les ont inclus dans leur société et dans leur groupe social, dans leur communauté sociale. Et le dernier argument, il est lié en fait aux nouvelles découvertes scientifiques qui parlent maintenant facilement d'émotions animales, d'intentionnalité animale, de communication, d'intelligence des plantes. Donc là, on est vraiment dans montrer l'intelligence des autres êtres vivants et arrêter de hiérarchiser. Et effectivement, donc je ne suis pas la seule à dire ça, il y a plusieurs grosses instances comme l'IPBES qui est en fait le grand groupe d'experts qui s'intéresse à la biodiversité, qui est un peu l'équivalent du GIEC pour le climat. Et donc, ces deux instances ont prôné l'importance de faire comprendre aux citoyens et aux gouvernements, aux différents pays, de l'interdépendance entre le bien-être humain et le bien-être de la nature, et d'essayer de modifier un peu cette vision et ces relations humain-nature. Alors, on peut dire oui, alors se reconnecter, mais comment on peut faire ça? Parce que c'est d'accord, on peut peut-être le faire, on y croit, mais comment faire en pratique? Donc, moi, je me suis intéressée dans ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire c'est de faire la synthèse de tous les papiers qui ont été publiés, les documents scientifiques qui ont été publiés, sur ce qu'on appelle la connexion humaine-nature, qui peut être définie comme percevoir la nature comme faisant partie de soi, ou l'humain comme faisant partie de la nature, donc il va y avoir des interdépendances, des similarités. Donc cette connexion humaine-nature, elle a été mesurée de différentes manières, par des mesures quantitatives validées, donc c'est des questionnaires, il y en a 5 qui ont été bien faits dans la littérature. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé tous les papiers qui avaient été donc publiés, et j'ai essayé de voir si c'était bien lié à une relation durable, c'est-à-dire est-ce que c'était bien lié à la fois au bien-être humain et à la santé de la planète, cette connexion humaine-nature. Et si c'était le cas, comment on pouvait améliorer cette connexion? Donc pour cela, j'ai donc réanalysé 148 études qu'on appelle corrélationnelles, donc qui mettaient en lien mais sans causalité, la connexion humaine-nature, le bien-être et la conservation de la nature. Et ce que j'ai trouvé, c'est que les personnes les plus connectées, qui montraient une plus forte connexion à la nature, étaient en meilleure santé physique et mentale et étaient aussi plus enclines à conserver, à avoir des valeurs pro-environnementales et à faire des comportements en faveur de l'environnement. Donc ensuite, qu'en est-il des causes? Donc, comment on peut améliorer cette connexion? Donc là, c'était bien lié à une relation durable. Donc pour cela, j'ai trouvé donc 57 études expérimentales. Donc c'est-à-dire que quand on dit expérimentale, c'est-à-dire qu'il y a une intervention, on regarde avant et après une intervention. Et j'ai donc fait plusieurs catégories on va regarder. Je vais les afficher toutes là. Voilà. Et donc là, la taille des flèches montre l'effet sur la connexion humaine-nature. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'un contact avec la nature va améliorer la connexion humaine-nature, alors que un cours ou une intervention, comme je suis en train de faire actuellement d'ailleurs, d'éducation, n'a pas d'effet sur cette connexion.
Une deuxième chose qui était assez surprenante, en tout cas pour moi, c'était que la pratique de la pleine conscience, donc la pleine conscience, c'est utilisé un peu à tort et à travers. Moi, quand je parle de pleine conscience, c'est le terme scientifique, en anglais c'est mindfulness, on aurait pu dire attention focalisée, mais le terme scientifique c'est pleine conscience. Et c'est en fait arriver à se concentrer, à porter son attention sur le moment ou l'environnement présent. Et quand c'est réalisé, que ce soit à l'intérieur, mais en pensant à des éléments naturels, ou à l'extérieur, en pleine nature, ça a un effet très fort positif sur la connexion à la nature. Être dehors sans rien faire, juste en laissant les personnes faire ce qu'il y a à l'extérieur dans l'endroit naturel, ça a aussi un effet sur la connexion. Et dès qu'on rajoute un peu on va dire d'informations, de connaissances, on a de moins en moins d'effets sur cette connexion, voire pas d'effet. Voilà. Par contre, il faut savoir que ces études-là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en avait très peu, donc seulement moins de 10% des études étaient réalisées chez l'enfant, donc on n'a pas trop d'idée de ce qui se passe chez l'enfant. Et aussi dans les pays plutôt Amérique du Nord et Europe, très peu dans le Sud, en fait, finalement. En plus, il faut savoir que ce serait vraiment... Moi, donc, du coup, je me suis intéressée plutôt à ce qui se passait chez l'enfant. J'ai commencé plusieurs études exploratoires. Et il faut savoir que cette connexion dans nos sociétés, comme je l'ai dit au départ, je ne sais pas si je l'ai dit, va diminuer au cours de la vie. Et donc là, elle est très, très forte chez les enfants, et donc entre 3 et 6 ans, puis elle commence à diminuer, et puis après, elle pourrait être un peu plus basse. Il faut savoir qu'ici, ce n'est pas si bas que ça, mais c'est parce que le public adulte que j'ai testé ici, c'était principalement des personnes qui travaillaient en écologie ou des naturalistes. Donc, c'est un peu biaisé. La moyenne dans les publications que l'on trouve actuellement, elle est autour de 3,5, donc un peu plus basse ici, chez l'adulte. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place donc, le projet Reconnect, qui vise à combler un peu ces différentes lacunes scientifiques. Donc, pardon, je ne sais pas pourquoi, excusez-moi, voilà. Donc, il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif, ce sera de regarder les variations culturelles et développementales de la connexion humaine-nature. Le deuxième objectif sera ensuite de regarder des investigations un peu plus locales en évaluant l'impact des interventions sur la connexion humaine-nature de l'enfant et de l'adulte. Parce qu'il faut savoir que même s'il y a beaucoup de choses, et j'ai remarqué en travaillant avec les structures d'éducation et l'environnement, il y a beaucoup de choses qui sont proposées à l'école, il y a beaucoup de choses qui sont proposées dans différents domaines, mais très peu sont évaluées scientifiquement pour essayer de voir vraiment l'impact que ça a. Et donc, l'idée, ce serait d'évaluer à large échelle, même si c'est au niveau plus local, l'impact de ces interventions sur la connexion humaine-nature pour pouvoir sélectionner celles qui fonctionnent le mieux et pourquoi pas en créer de nouvelles qui seraient plus efficaces. L'objectif 3, là c'est plus scientifique recherche, plutôt fondamental, je veux dire. Ce serait de trouver des marqueurs donc physiologiques, non verbaux de cette connexion en mettant en place ou en alliant sciences cognitives et psychologie. Et l'idée, c'est que ces 3 objectifs devraient permettre de proposer et de développer des outils et des supports pédagogiques pour promouvoir la connexion humaine-nature auprès de différents organismes. Donc là, pour la dernière partie de cette présentation, je vais vous parler de l'impact des interventions sur la connexion nature de l'enfant et de l'adulte, plutôt de l'enfant d'ailleurs. Et donc, j'ai commencé du coup à travailler avec différentes structures d'éducation et l'environnement pour créer en fait un questionnaire qui permettrait d'évaluer avant et après les différentes interventions. Sur différentes choses qui sont le bien-être, donc santé mentale, santé physique, la connexion humaine-nature que j'ai décrit, et les comportements en faveur de l'environnement. Donc ce questionnaire, il est sous forme papier pour l'enfant, même s'il y a aussi une version en ligne.
donc que les enfants remplissent avec des questions comme ça. Est-ce que tu préférerais, si on te proposait un crayon en bois qui devient un arbre si tu le plantes, ou un crayon en plastique qui fait de la lumière dans le noir, pour avoir un peu leur choix. Il y a des questions comme ça un peu plus difficiles. Il y en a qu'une qui est comme ça, où on mesure dans les premiers items le bien-être et la satisfaction de la vie et la santé physique. Et ensuite, il y a une question qui porte sur l'éco-anxiété et enfin sur les comportements pro-environnementaux. Et enfin, ici, une question qui est très imagée. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est une question qui est sur la connexion à la nature, donc à quel point, où les personnes se situent dans leur relation avec le vivant. Et l'année dernière, donc là, je vais finir sur cette partie-là. L'année dernière, on a mis en place ce qu'on appelle le pouvoir des arbres. C'était un programme éducatif qui visait à à utiliser toutes les choses dont j'ai parlé et qui avaient l'air d'avoir un impact positif sur la connexion à la nature, à savoir être à l'extérieur dans un environnement plus ou moins préservé, faire de la pleine conscience. Et au niveau du contenu, comme on n'a pas voulu avoir trop de choses abstraites, etc., on s'est concentré sur les interdépendances entre santé humaine et santé des écosystèmes. Et on a parlé de la communication des arbres, des choses comme ça. Et c'était en partenariat, donc réalisé avec des chercheurs qui sont à la station, donc moi et d'autres chercheurs comme Camille Parmesan et Mike Singer, qui sont deux chercheurs qui travaillent sur le climat et qui ont travaillé et contribué au GIEC. Et Sarah Vidal, qui faisait un Master 2 en médiation scientifique et qui a fait les supports parce qu'elle fait des très, très beaux dessins. Donc là, je vais essayer, si ça fonctionne, de vous montrer. Super, ça fonctionne. Donc au début, chaque séance commençait avec une séance de pleine conscience. Donc on se concentrait juste sur ces sensations, on leur demandait de fermer les yeux et d'écouter les sons. Après, on en reparlait. Ensuite, il y avait une histoire scientifique illustrée. Il y avait 5 séances. Donc à chaque séance, les enfants entendaient la suite de l'histoire. Donc c'était très, très illustré avec des petits magnets et des choses pour faire vivre tout ça, en leur expliquant la communication des arbres, les interactions entre les êtres vivants. Et ça durait une dizaine de minutes, chaque histoire. Et puis ensuite, on mettait en situation, là par exemple, les lois trappe carbone, où ils devaient les arbres devaient attraper les carbones. Des fois, ils devaient aller aussi dans un petit coin où on leur demandait de regarder comment cet endroit évolue au cours du temps. Et on leur faisait aussi fabriquer des choses à partir des éléments naturels. Ce sont des exemples qu'il y avait pour qu'ils puissent vraiment manipuler l'information dont on leur avait parlé. Je voudrais sortir de là. Oui. Donc, au niveau des effets, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait passer le questionnaire aux enfants au mois de mars de l'année dernière. Et puis ensuite, au mois de juin, 4 mois plus tard. Et on a regardé l'effet, du coup, sur la connexion à la nature, le bien-être et les comportements environnementaux. Donc, ce qu'on a observé, c'est que, là, comme vous pouvez le voir, les enfants sont très, très connectés avec la nature dès le début et ils sont tous, donc la moyenne est au maximum. Et donc, on n'a pas d'effet du programme sur la connexion à la nature parce qu'ils sont, en fait, il y a un effet plafond. En tout cas, il n'y a pas de diminution non plus, mais ils ont du coup conservé cette connexion 4 mois plus tard. En ce qui concerne le bien-être et les comportements environnementaux, donc, on a un effet positif sur le bien-être en famille. Ils disent qu'ils se sentent mieux du temps en famille et sur leur bien-être dans la nature. Et on a aussi un effet positif sur les comportements environnementaux avec une augmentation du tri des déchets, d'économie d'énergie, de l'économie d'eau et de la communication de l'information éco-responsable. Donc, ils en parlent plus autour d'eux. Donc, les conclusions préliminaires de cette étude qui est très exploratoire, hein, c'est la première que je vous présente. Donc, on n'a pas d'effet d'intervention sur la connexion à la nature chez l'enfant, mais il n'y a pas de diminution non plus.
Donc, ce qui est chouette, puisqu'on s'attend quand même à une diminution avec l'âge. Mais là, c'était à 4 mois d'écart, donc ce n'est pas vraiment l'idée. L'idée maintenant, ce serait de continuer l'investigation sur le long terme. C'est ce qu'on est en train de faire pour voir si ça peut être maintenu ensuite quand ils vont grandir. En ce qui concerne le bien-être et les comportements environnementaux, cette intervention elle a permis d'améliorer les deux, ce qui est super parce qu'on n'a pas du tout parlé de ces actions en fait aux enfants. On leur a juste expliqué des choses sur les arbres et il n'y avait pas de, on leur a pas parlé des gestes éco-responsables. On a essayé juste de leur expliquer le fonctionnement et l'utilisation des arbres, etc. Et donc on était très content que ça ait modifié ça. Et donc là, pour le futur, l'idée, ce sera de tester, donc là, on avait testé juste après, et de tester chaque année en partenariat avec différents réseaux, à la fois ce programme-là, mais aussi de différents autres programmes mis en place pour essayer de comprendre quels aspects de chaque programme permettent vraiment une amélioration efficace du bien-être et des comportements en faveur de l'environnement des enfants. Donc, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation? La première chose, c'est que la connexion humaine-nature est liée positivement au bien-être humain et à la préservation des écosystèmes naturels, et que cette connexion va diminuer avec l'âge dans nos sociétés, mais peut être influencée positivement et donc maintenue en pratiquant la pleine conscience en milieu naturel, que je vais essayer de vous faire si j'ai le temps juste à la fin. Si on a encore une minute, je ne sais pas, je verrai avec le maître du temps, ou un contact direct avec les milieux naturels. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre en place ces actions-là? La première chose, c'est, je pense que c'était important de continuer à évaluer et à promouvoir les interventions efficaces auprès des organisations gouvernementales et non gouvernementales, comme on le fait actuellement auprès des personnes qui peuvent mettre en place des actions. Former également les enseignants, les éducateurs et aussi les parents aux bienfaits de la nature sur leur santé et sur ceux de leurs enfants, des enfants avec qui ils travaillent. Et enfin, d'augmenter les opportunités d'accès à la nature en revégétalisant, par exemple, les cours d'école ou les centres urbains, pour que la nature ne soit pas à 20 km, mais bien tout près. Et en plus, le fait de revégétaliser, par exemple, les cours d'école, ça permet de diminuer les inégalités d'accès à cette nature et d'améliorer donc l'apprentissage, etc. des enfants, quel que soit leur milieu social, quel que soit l'endroit où ils habitent. Donc là, je vais laisser prendre, si j'ai le temps, je voulais vous faire essayer. Alors, ce n'est pas forcément le meilleur endroit parce qu'on est tous en ligne devant notre ordinateur. Le mieux, ce serait d'être à l'extérieur, d'aller dehors et de faire ça. Mais je voulais vous faire expérimenter ça maintenant. Donc, en fait, je vais juste vous demander, si vous entendez bien le son, de mettre le son un peu plus fort pour vous, de fermer les yeux, de vous installer confortablement dans votre siège. Donc là, c'est une photo de la vallée d'Orle, là en Ariège. Donc vous imaginez que c'est le matin, il est 7h30, vous sortez de votre bivouac, vous êtes en pleine nature, vous essayez de quelque part un endroit où vous êtes bien, vous sentez la chaleur du soleil sur votre peau. Et je vais vous demander maintenant de fermer les yeux et de vous concentrer sur les bruits que vous entendez. Là, maintenant, c'est bon.
assez court. Je vais vous demander de rouvrir les yeux. Voilà, normalement, ce qu'on vient de faire, alors c'est encore mieux si vous le faites dehors, ça est venu donc, diminuer votre stress et votre anxiété et restaurer votre attention pour que vous soyez prêt pour la suite. Si c'est fait vraiment au milieu naturel à l'extérieur avec des vrais éléments, c'est encore mieux, comme je disais avant. Voilà. Donc pour terminer, je voudrais juste remercier tous les chercheurs et étudiants qui ont participé à ce travail, les associations, les animateurs aussi qui ont contribué, tous les enseignants, conseillers pédagogiques, inspecteurs, etc., qui ont donné les accords, les enfants et les parents, et puis encore une fois, les REPS. Et voilà, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir invité et je vous remercie pour votre attention. Voilà, j'ai terminé. Merci infiniment, Gladys. C'était très, très, très intéressant. Alors, des questions qui ont commencé à arriver dans le chat et beaucoup de remerciements. Je pense que ce petit moment a été fort apprécié. J'avoue que personnellement, on va se le garder dans un coin pour se le remettre à l'envie avant des moments importants, des réunions un peu fortes, des choses comme ça. Merci infiniment. Je garde donc précieusement vos questions pour les relayer tout à l'heure et n'hésitez pas si d'autres vous viennent au fil des minutes qui suivent. Pour maintenant, tout de suite, laisser la place à Monsieur Magdalou, si vous le voulez bien, pour partager votre expérience sur justement cette mise en œuvre concrète d'un projet de végétalisation de cours d'école. Si vous êtes prêt. Oui, je suis prêt. Alors, je vais afficher le diaporama. J'espère que tout le monde le voit. Alors, je m'appelle Jean-André Magdalou. Je suis le maire de la commune d'Alenia depuis 2014 et j'étais depuis 2008 en charge de l'environnement, conseiller municipal délégué à l'environnement, enfin à l'écologie, au développement durable. Alors, j'ai le titre de cette présentation, de ce témoignage. J'ai juste 5 ou 6 diapos comme support. C'est opération en coin de verdure pour la pluie dans nos cours d'école, mais j'évoquerai une expérience de renaturation en fin de présentation dans un quartier résidentiel de la commune, où on s'est appuyé sur cette expérience de désimperméabilisation, renaturation. Et alors, un coin de verdure pour la pluie, puisque c'est le cadre de financement de cette opération qui a été soutenu par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et là, il s'agissait, le premier objectif, c'était d'offrir une meilleure perméabilité des terrains pour la problématique de nos nappes phréatiques et pour un meilleur respect du cycle de l'eau. Mais ce faisant, il s'agissait aussi de créer des îlots de fraîcheur dans des cours d'école où parfois on souffre de surchauffe, et c'est de plus en plus le cas au mois de juin et parfois à la rentrée de septembre. Et il était également question de réintégrer la nature en ville pour, comme le disait Gladys Barragan dans sa très belle présentation, pour reconnecter les enfants au vivant, à la nature, même si sur la commune d'Alenia, nous sommes tout près de la mer, à 4 km de la mer. Nous sommes dans un environnement naturel de qualité. On a le complexe lagunaire de l'étang de Canet qui est tout proche. C'est un lieu de promenade pour de nombreux habitants de la commune. On a le massif de l'Albert, le dernier chaînon des Pyrénées avant la mer, qui est tout près d'ici, une vingtaine de minutes en voiture. Mais malgré cette proximité géographique, plein d'enfants, pour plein de raisons, notamment des raisons qu'a évoquées Gladys Barragan, sont totalement déconnectés de la nature. Je le vois en tant que mère, mais aussi en tant que parent d'élèves, et ayant accompagné ma fille en classe verte de CM2 il y a 4 ans dans les Pyrénées toutes proches. J'ai pu mesurer par moi-même le niveau, le degré de déconnexion. Alors là, c'est aussi lutter contre les inégalités sociales en amenant la nature dans les cours d'école. Alors, quand je parle de nature et de revégétalisation, il ne s'agit pas, en ce qui nous concerne, d'une végétation luxuriante entretenue à grand renfort d'arrosage. Nous sommes dans un contexte méditerranéen avec des sécheresses très marquées,
avec des chaleurs, enfin des sécheresses qui commencent de plus en plus tôt, souvent, bien avant le début de la période estivale. Donc là, on veut qu'ils soient connectés, reconnecter nos jeunes à la nature, mais les connecter également à la réalité de cette nature qu'on a en région méditerranéenne, avec d'importantes problématiques de sécheresse et des floraisons souvent qui commencent très très tôt, où le printemps chez nous c'est fin février, début mars. Voilà, quelle chance. Donc, renaturer, désimperméabiliser pour de nouveaux espaces publics à la croisée de grands enjeux urbanistiques et environnementaux. Alors, quelques éléments de contexte. Hein. La commune d'Alenia, c'est une commune qui se trouve dans la plaine du Roussillon, en situation de rétro-littoral. C'est la première commune après la station balnéaire de Saint-Cyprien quand on rentre dans l'arrière-pays. Et c'est une commune qui a de 3800 habitants, rurale, qui conserve un tissu rural, mais qui est aussi un peu périurbaine. On est dans un entre-deux et on appartient, même si on est tout près de Saint-Cyprien, station balnéaire, on appartient quand même on est dans l'aire d'attractivité de Perpignan et dans la deuxième couronne de Perpignan. Et nous sommes dans une petite communauté de communes dont la ville-centre est Saint-Cyprien, qui ne compte que 6 communes. Voilà, tout près de l'étang de Canet-Saint-Nazaire et très, très proche des stations balnéaires du littoral. Nous avons 340 élèves dans les écoles maternelles et élémentaires. Le groupe scolaire, en fait, il se compose d'une école élémentaire, d'une école maternelle. Et il y a un accueil de loisirs qui aujourd'hui qui a été détruit et on est en train de le construire en lieu et place de l'ancien. Donc, en fait, tous ces équipements sont regroupés. Pas très loin du centre du village. Et avant le mois d'avril 2021, nous avions des cours d'école qui étaient peu ou pas végétalisées, qui étaient entièrement couvertes de bitume. Alors, quand il y a eu cet appel à projet de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, ça nous a intéressés parce que la commune est engagée depuis très longtemps sur des questions d'écologie, d'adaptation, et nous étions en plein travail, en pleine réalisation d'un plan d'adaptation au changement climatique, aidé par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Et donc, il y avait la commune d'Alenia, la commune de Port-Vendre, et 2 communes de Catalogne Sud, dans la région de Gironde, Navata et Tossa del Mar. Et donc, nous avions réalisé un plan, un diagnostic de vulnérabilité au changement climatique. Et pendant que nous faisions ce travail, il y avait un conseil des élèves à l'école élémentaire qui s'était mis en place et, pour favoriser la participation des enfants à des prises de décision. Et les enfants avaient fait un certain nombre de demandes d'amélioration de leur cours d'école. Donc, bon, on s'est dit, bien, pourquoi pas profiter de ces programmes pour proposer quelque chose. Et donc, bien sûr, les enfants souhaitaient également alors, une meilleure une revégétalisation, des aires de jeu. Et alors, on a entamé des discussions avec les enseignants, mais surtout avec les parents d'élèves. Et pour voir jusqu'où on pouvait aller en termes de renaturation, jusqu'où on pouvait mettre le curseur. Alors, avec ma sensibilité un peu d'écologue, je m'étais dit, moi, j'aurais aimé pouvoir renaturer complètement les cours d'école, c'est-à-dire faire ce pari risqué. Mais donc, on avait mis le curseur très haut, mais on a été obligé de le rabaisser un peu. Et pour la question pratique, pour pas que les enfants se salissent, il y avait un peu de ça, pour éviter également qu'il y ait trop de boue, parce que nous, on n'a pas beaucoup d'eau, mais quand on a de l'eau, c'est très boueux. Et voilà, donc les sols, ça ne se serait pas forcément prêté aux usages habituels d'une cour de récréation. C'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu d'interaction sociale, un lieu de jeu. Voilà, donc on a réfléchi et puis ça nous a, alors là je suis allé un peu trop loin, et donc cette réflexion nous a amené
donc à réaménager la cour de l'école élémentaire, la cour de l'école maternelle et la zone d'attente des parents qui est entre les deux écoles, le réaménager avec par endroit donc, de l'enrobé drainant pour permettre, donc là où vous voyez la pose de cet enrobé drainant, et on a quand même des zones qui ont été remises au sol naturel. Voilà, donc nous avons créé des zones minimales pour les enfants avec un revêtement adapté et sécurisé. C'est un stabilisé qui rappelle un peu, qui a une couleur un peu terre et qui est amené à s'éclaircir et donc du coup être un peu plus clair et c'est plutôt favorable en période de chaleur parce que ça, en tout cas, ça chauffe un peu moins que les bitumes foncés. De la végétalisation pour l'ombre. Alors là, nous avons voulu planter des espèces locales et pour que les enfants les connecter à ce qu'il y a autour de chez nous, c'est-à-dire avec des espèces plutôt méditerranéennes. Et ensuite, nous avons aménagé quelques massifs pour qu'ils puissent eux-mêmes faire des plantations avec leurs enseignants, des massifs éducatifs. Alors, les cours d'école, on a fait cette opération en 2021. Ça a été mené très rapidement hein, parce que donc, il s'agissait de décrouter, d'enlever la surface de bitume, faire par endroit donc, du sol naturel en ramenant un peu de terre végétale pour les plantations, pour la revégétalisation, et ensuite l'enrobé drainant qui permet une meilleure absorption des eaux de pluie. Alors bien sûr, le rendu aujourd'hui, il faut attendre, c'est le cycle du végétal, il va falloir attendre un peu quand même pour que les arbres s'étoffent, que les houppiers offrent un bel ombrage. Par contre, d'ores et déjà, on a des cours qui sont quand même beaucoup plus accueillantes, avec des plantations d'arbustes à fleurs, à fruits. Et donc, surtout au moment du printemps, vers le fin février, début mars, on commence à avoir de la floraison et ça égaye vraiment les cours d'école. Et ensuite, nous avons réussi à déconnecter quasiment plus de 3000 mètres carrés du réseau pluvial, donc pour une absorption directe vers les nappes. Alors, on a des cours d'école qui sont devenus de véritables supports pédagogiques. On a mis aussi des récupérateurs d'eau de pluie, et donc ce sont devenus de véritables supports pédagogiques pour sensibiliser au cycle de l'eau, aux espèces locales. Là, il est question également de mettre des hôtels à insectes, des nichoirs. Et donc, les cours d'école sont devenus de véritables supports pédagogiques. Après, ça dépend un peu des enseignants, de nos animateurs de l'accueil de loisirs et de ceux qui voudront bien mener. Mais on essaie, en lien avec des associations locales, de faire des animations, des journées de sensibilisation pour qu'il y ait une appropriation de ces nouveaux espaces et puis qu'on puisse aller un peu au-delà en termes d'éducation à l'environnement. Et fort de cette expérience de renaturation, revégétalisation des cours d'école, on a engagé une autre opération dans un quartier des Cigalines, un quartier résidentiel où il y avait un terre-plein de un peu plus de 3000 mètres carrés, entièrement avec une espèce de monocouche qui était quasiment imperméable. Et donc, on a fait des travaux de renaturation et donc de revégétalisation. On a gardé juste des zones un peu aménagées pour les flux piétons, les flux de vélos. Et tout le reste, c'est en tout cas pour la nature. Alors, avec des espaces verts un peu aménagés, ce n'est pas une nature en libre évolution, mais avec quand même des espèces locales pour de l'ombrage, des arbres, des strates arbustives pour amener un peu de la biodiversité, mais que ce soit quand même toujours connecté aux réalités de chez nous. On est vraiment en plein biome méditerranéen avec des fortes sécheresses, donc on a vraiment fait le choix d'espèces totalement adaptées, c'est-à-dire des espèces qu'on trouve également dès qu'on sort d'Alenia. Alors, je ne peux pas prétendre aujourd'hui
je vous ai dit quelles étaient les intentions de ces aménagements. Et raisonnablement, je ne peux pas vous livrer des retours d'expérience puisque ça ne fait qu'un an et demi que nous avons ces cours et ces espaces aménagés. Au sortir d'une crise sanitaire qui a peut-être un peu aussi chamboulé un peu nos enfants. Mais ce qu'on a remarqué en tout cas, c'est que cette reconnexion un peu au vivant, à la nature, elle se refait automatiquement par tous les questionnements des enfants, des élèves des écoles, quand ils découvrent une cour réaménagée dans ces conditions, ça questionne un peu. On a une cour qui est redevenue un support pédagogique, et on voit également les parents, c'est aux abords des écoles, les parents qui ont tendance à plus discuter, à s'attarder davantage. Auparavant, nous avions des espaces qui ressemblaient à des parkings de supermarchés entièrement recouverts de bitume, et le simple fait de ramener un peu d'arbres, de les embellir, de les revégétaliser, ça devient, c'est plus agréable à vivre. Ce sont des lieux qui redeviennent des lieux d'échange, de rencontres. On passe plus de temps dedans. Et alors, ce qui a été le plus marquant, c'est dès que nous avons ouvert l'école maternelle le jour de la rentrée où les enfants ont découvert les nouveaux aménagements, tous, il y a eu une véritable nuée. Ils se sont tous rués sur le massif éducatif. Ils ont mis leurs mains dans la terre, ils en ont mis partout. Voilà, les enseignants étaient un peu désespérés, les parents qui étaient tout proches aussi, parce que voilà, mais on voit bien, il y a vraiment eu ils ont été attirés comme, naturellement par le massif éducatif. Et c'était, voilà, on leur a amené un peu de nature dans l'école, ils y sont. On n'a même pas eu besoin de les diriger, ils y sont allés naturellement. Alors après, aujourd'hui, c'est un peu trop tôt pour dire tous les bienfaits. Comme Gladys Baragan qui a fait la présentation avant, je suis convaincu que ça apportera quelque chose à nos enfants. C'est sans doute un peu trop tôt, mais que ce soit dans les cours d'école ou dans le quartier des Cigales, nous avons ramené un peu de nature en ville. On s'aperçoit quand même que ces lieux qui étaient totalement délaissés, qui n'étaient pas très agréables à vivre, aujourd'hui, ça devient des lieux un peu plus de vie sociale où on prend le temps de s'attarder, d'échanger, et le simple fait finalement d'amener la nature dans la ville, de créer ces espaces qui sont destinés à mieux absorber les eaux de pluie pour l'alimentation de nos nappes phréatiques, un meilleur respect du cycle de l'eau, il y a de l'ombrage, il y a quelques passereaux, quelques insectes qui vont venir. Voilà, la nature s'invite à nouveau dans la ville. On l'avait un peu exclu avec les aménagements, notre manière de concevoir l'espace public dans le passé. Et même si c'est trop tôt pour le dire, on voit que par les comportements des enfants quand ils découvrent ces cours, ou même les citoyens de notre commune dans ces nouveaux espaces, voilà, on prend plus le temps d'échanger. Ce sont des lieux qui deviennent un peu plus agréables et je crois que c'est pour notre plus grand bien à tous. Alors, peut-être que je répondrai à des questions tout à l'heure, je n'en dis pas davantage, mais vous pouvez, je n'ai pas, j'ai pas la possibilité de vous mettre ce lien vers une vidéo, mais en tout cas pour ceux qui le souhaitent, pour en savoir plus, il y a eu un film qui a été fait par le Totem Occitanie sur les retours d'expérience et où il y a quelques minutes qui sont consacrées à cette expérience donc de désimperméabilisation, revégétalisation, renaturation sur la commune d'Alenia. Donc, je vous invite à vous y rendre. Voilà, merci. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Magdalou. Alors déjà, merci pour le timing parfaitement respecté et Pas pour fait cette exprès. présentation. Voilà, mais ça, c'est le talent. Et pour cette présentation qui donne très envie d'aller visiter votre belle commune aussi et de s'inspirer largement. Alors, quelques questions ont pu arriver, d'autres peuvent encore continuer à arriver dans le chat, n'hésitez pas. Mais c'est vrai qu'on voit bien tout le lien avec la présentation de Gladys et le miroir quelque part avec ce que vous avez évoqué là. Donc, ça donne beaucoup d'énergie positive ce lundi matin. C'est très agréable. Merci beaucoup. Je vais du coup me permettre, sans transition, mais un peu quand même, de passer la parole à Marie Delaï, si elle est prête, pour nous parler maintenant aussi d'un projet qui est encore plus neuf quelque part
dans sa mise en place, puisque voilà, un projet qui se trouve sur le département du Lot. Je vous disais tout à l'heure que j'étais référente lotoise, donc de fait, on est ravis de compléter et de faire cette boucle quelque part pour terminer par un petit point lotois, pour justement voilà, voir que, en effet, des projets et des idées sont à l'œuvre sur notre territoire également. Donc, Marie, je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Vous allez pouvoir démarrer le diaporama quand vous le souhaitez. Donc, très bien. Donc, bon, je me présente rapidement. Je m'appelle Marie Delay. Je suis responsable d'études au CEREMA Occitanie. Donc, le CEREMA, c'est un établissement public de l'État et des collectivités. Et on intervient sous commande de la ville de Figeac dans un accompagnement de végétalisation d'une cour d'école et de ses abords. Donc, la cour d'école en question, c'est la cour de l'école élémentaire Jacques Chapou, qui se trouve en centre-ville de Figeac, juste au nord du Célé. Donc, c'est une école élémentaire qui accueille des classes du CE2 au CM2. Donc, il y a 8 classes dans cette école. Et comme vous pouvez le voir sur les 2 photos ici, c'est une école qui est très minéralisée actuellement. Et donc, l'intervention que l'on fait, nous, c'est une intervention sur l'accompagnement d'une démarche participative. Donc, on a tout d'abord fait un accompagnement préopérationnel sur un diagnostic de la cour, donc une visite un peu technique avec des approches bioclimatiques, puis un petit peu une phase d'observation et ensuite des séquences participatives avec les enfants et avec les adultes. Ensuite, on a fait une phase de projection et d'élaboration des scénarios qu'on a appelé Ma cour rêvée. Et on en est un petit peu à ce point-là, nous, actuellement, dans l'accompagnement, c'est qu'on a présenté les scénarios à la ville et il y a eu un passage de relais qui s'est fait avec leur équipe opérationnelle, dont une ingénieure paysagiste qui reprend le travail sur cette cour. Et donc, le travail sur les abords des cours est en cours de réalisation également. Donc, tout d'abord, au premier comité de pilotage de cette cour d'école, il y avait réuni autour de la table à la fois des enfants de l'école, des représentants de l'équipe enseignante, des représentants des services techniques de la ville et des élus. Et nous nous sommes interrogés tous ensemble sur la définition et les piliers d'une cour d'école résiliente. Donc, ça a fait émerger ces nuages de mots que vous voyez, mais également aussi sur les acteurs à mobiliser dans le cadre de cette cour, donc qui nous a fait émerger un petit peu ce schéma d'acteur qui a été de plus réactualisé au fur et à mesure, de l'accompagnement. Donc, comme je vous l'ai dit, on a réalisé en tout premier lieu une visite technique pour se rendre un peu plus compte de quelle était cette cour et de quels étaient un petit peu ses points forts et ses points faibles. Donc là, c'est vraiment une vision, nous, qu'on a en tant que, entre guillemets, experts. Et donc, on a pris quelques photos des abords. On a également réalisé une journée d'observation. On a regardé comment les enfants se comportaient dans la cour. On a mis une petite évaluation sur cette cour de récréation. Mais ce qui est le plus intéressant, en fait, ça a été la phase un peu de diagnostic avec les enfants et avec les personnes enseignantes, à savoir qu'on a demandé aux enfants, par classe, de nous réaliser un parcours de découverte de la cour. Donc, où ils nous montraient des points qui, eux, les intéressaient dans leur cours ou qui ne leur plaisaient pas. Ensuite, on leur a fait faire un petit jeu de spatialisation en fonction de la météo, à savoir on leur a demandé de se placer là où ils se mettaient quand il pleuvait, quand il faisait chaud, quand il faisait froid. Puis enfin, on a fait un petit travail en classe sur les atouts et faiblesses de la cour de leur école via l'image du bateau, qui est le speedboat, qui est un élément qui est souvent utilisé pour la création des matrices atouts, faiblesses, opportunités, menaces. Donc là, je vous montre quelques exemples des éléments qui ont été produits par les enfants. Donc la toute première carte, c'est les placements, comme je vous disais, de où les enfants se mettent quand il fait chaud, quand il fait froid ou quand il pleut. Un exemple de parcours où les enfants nous ont emmenés dans différents points de leur cours pour nous présenter les avantages et inconvénients de ces différents points. Et enfin, un petit retour sur les points positifs, points négatifs qu'ils avaient dans leur cours. Et on a fait ça pour toutes les classes, ce qui nous a permis à la fin d'obtenir un diagnostic de la part des enfants sur leur cours très, très étayé, que l'on a également enrichi avec les participations de l'équipe enseignante et également des services techniques de la ville et de l'équipe de la Fédération Partir, qui est l'association qui s'occupe du centre aéré qui a lieu dans la cour de récréation également. Donc, entre les deux phases
la phase 1 qui était plus diagnostique et la phase 2 qui est plus qu'est-ce que l'on veut faire dans cette cour, on a refait, nous, un petit schéma sur les usages de la cour pour commencer à faire un petit peu une réunion de contraintes techniques avec les services de la ville, les équipes enseignantes et la fédération pour le centre aéré, qui nous a permis en fait de mettre en place quelques points de vigilance sur ce qu'on ne voulait pas dans la cour ou ce au quoi il faudrait faire attention, mais également des pistes opérationnelles, à savoir que l'équipe pédagogique souhaite la mise en place d'un potager pédagogique, donc pas un potager au vu de produire vraiment des aliments, mais vraiment plus d'un point de vue planté et voir les plantes grandir, mais également aussi la possibilité de faire des classes en extérieur, donc ce qu'on appelle l'école du dehors. Et donc pour cela, on est retourné auprès des enfants pour refaire également un atelier avec eux. Donc on leur a demandé avant notre intervention de réaliser par binôme ou tout seul des dessins de ce qu'ils voulaient dans leur cours. Donc on a des exemples de travaux ici. Ensuite, en sous-groupe par 8, on a fait un exercice de concertation où on leur a demandé de mettre en commun leur travail préalable. Donc ils se sont tous présentés leurs dessins. Ensuite, on a échangé sur les pistes, sur les différentes pistes, sur les différentes propositions, et on a fait à 8 un dessin qui, cette fois, devait être entièrement concerté, à savoir que rien ne pouvait être ajouté sur la feuille si tout le monde n'était pas d'accord. Donc, on a eu pour ces 8 classes, 3 fois 8 plans de cours, et ensuite, en classe entière, on a refait des listes de tous les éléments que les enfants ont proposés. Donc, de ces listes et des contraintes que l'on a vues avant, on a mis en place des scénarios. Il faut savoir que nous, on intervient dans une phase vraiment préopérationnelle, donc on ne va pas fournir de plan de cours. Donc, on fournit un petit peu des ambiances qui sont souhaitées dans la cour autour des différents verbes que nous avons mis dans ce schéma. On les a fournis sous 3 scénarios de forme qui font en croissance en fonction de la difficulté de mise en œuvre, à savoir est-ce que ça va engendrer beaucoup de travaux et de la transformation de la cour. Et ces scénarios, on les a évalués sur la place laissée à la nature, la diversification des espaces, la sobriété, la coopération, la reprise des éléments de la concertation que l'on avait fait juste avant et la gestion et l'entretien que cela demande. Il faut savoir que c'est une évaluation très subjective, hein. On n'est pas basé sur on ne s'est pas basé sur des chiffres, c'est ce que nous, on ressent dans ce qu'on a proposé. Donc, en plus de ce petit schéma sur les ambiances, on a également préconisé toute une liste de mobilier, entre guillemets, qui nous semblait indispensable dans chaque scénario, mais également aussi de surfaces de désimperméabilisation nécessaires, et aussi des réflexions à mettre en place. Et ce que vous voyez, les petites illustrations, c'est ce que nous, on a appelé du photolangage, c'est des images d'inspiration pour donner des exemples d'éléments à mettre en place dans la cour. Et donc, maintenant, la suite du programme sur cette cour d'école, elle est entre les mains de la ville de Figeac et de son équipe opérationnelle qui s'approprie en fait ces scénarios pour justement créer la cour d'école pour la cour Chapeau. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Marie, c'était très clair et très intéressant aussi. On voit la variété du coup des moments de temporalité aussi de ces projets qui prennent forme. Donc, je vais me faire le porte-parole en espérant ne pas dénaturer surtout les questions. Mais n'hésitez pas à poursuivre si vous souhaitez en poster davantage. Mais voilà, des questions qui ont pu arriver au fil de l'eau. Donc, bien évidemment, dans un premier temps, elles seront adressées à Gladys. Mais vous pourrez tous et toutes compléter selon ce qui vous viendra aussi comme élément à l'esprit. Alors déjà, des remerciements pour cette très belle présentation. Voilà. Avec plaisir. C'est assez partagé, donc je ne vais pas tous les redire, mais c'est multiple. Donc, merci beaucoup à Gladys. Et puis, on redit que les éléments qui ont été présentés là, de même que les références aux études, seront disponibles et on pourra les relayer par après. Voilà. Alors, une question de Nathalie qui nous demandait: la présence d'une cour d'école végétalisée est parfois un indicateur d'inégalité sociale, ce qui peut aussi avoir un impact sur le développement de l'enfant, avec l'exemple d'implication des parents dans la scolarité. Est-ce que la première étude présentée, alors vous voyez à celle à laquelle vous faites référence, que ça fait un petit peu loin dans le diapo, est-ce que la première étude présentée sur les cours d'école végétalisées tient compte de cette variable?
Oui, en fait, ils font ils appellent ça dans notre jargon, on dit on contrôle pour, mais en fait, dans l'analyse statistique, ils font en sorte que les groupes de chaque, qui sont comparés, ils contrôlent pour le niveau socio-culturel. Donc, ça peut être le niveau d'éducation des parents, les revenus, les différents autres facteurs en fait, qui peuvent effectivement influencer les résultats. Donc, dans ce type d'études, c'est contrôlé systématiquement, quand c'est bien fait. Voilà. Oui, Là, c'est ça. dans celle-là, oui, c'est bien fait. Oui, ce que vous nous avez présenté, ce sur quoi vous avez argumenté, ce sont celles que vous considérez comme étant bien faites, j'imagine. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Oui, puis c'est vrai que tout du long de votre présentation, puis finalement celle de M. Magdalou également, on pense bien sûr, alors c'est le champ de la promotion de la santé qui parle là, mais de tout ce qui va relever de l'accompagnement au développement des compétences psychosociales, de tout ça. Et on se dit que de fait, tout ça soutient et participe de la même dynamique aussi. Les CPS étant quelque part un déterminant de santé, tout ce qui va pouvoir contribuer à favoriser, soutenir l'empathie, le lien social, vous l'indiquiez tout à l'heure, le temps passé dehors versus le temps passé sur les écrans qui est défavorable du coup à cette création de lien social, nous amène aussi dans votre présentation, je trouvais en tout cas pour ce qui m'a concerné, mais je pense que c'est partagé, à avoir une approche très positive finalement. Et plutôt que d'être dans la restriction de quelque chose, d'un usage, de proposer autre chose qui soit engageant, positif et bénéfique finalement. Donc c'était très très intéressant de ce point de vue-là. Merci. Alors, une autre question de Nadia. En dehors de la végétalisation des cours d'école qui a été présentée, quel type d'actions sont réalisées dans les collectivités et les écoles? Est-ce que peut-être vous avez connaissance d'autres projets, Gladys, et puis peut-être Monsieur Magdalou et Marie pourront également compléter. Oui, alors moi pour ma part, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, donc c'est assez variable d'un endroit à l'autre. Des fois, c'est qu'une journée de sensibilisation par une association locale. Après, pour quelque chose qui est très national et qui est assez gros, j'ai entendu parler, et je suis en train d'évaluer d'ailleurs ce programme, il y a les aires terrestres éducatives, il y a aussi les aires marines éducatives, qui sont 2 programmes qui sont proposés, financés en partie par l'OFB et qui sont faits en partenariat avec l'Éducation nationale. Et là, ce projet-là, il y a un endroit qui est choisi par les enfants à proximité de l'école, donc un endroit, et ils vont l'observer, regarder ce qu'il y a sur l'air, etc., et décider de ce qu'ils vont faire pour améliorer la biodiversité de cet endroit. Donc, je trouve que c'est une belle initiative parce que c'est les enfants qui décident de tout. Mais après, il y avait, comme c'est surtout des associations naturalistes qui le prennent qui le mettent en place, ils sont beaucoup sur observer, inventorier, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec eux parce que tous les aspects sensibles, ils sont aussi, ils pensent que c'est aussi important, mais ils osent moins. Et le fait de discuter avec moi des effets que ça peut avoir sur leur pratique, je crois que cette année, par exemple, ils vont continuer à ajouter toutes ces choses de pleine conscience qu'on a parlé au début. Par exemple, comme un rituel au départ, en arrivant sur la zone, etc. Donc, le but, c'est plutôt de multiplier les pratiques qui peuvent améliorer dans ce cadre-là. Donc, voilà. Donc, les aires terrestres ou les aires éducatives. Très bien. Merci Gladys. Non, Monsieur Magdalou, oui. Alors, juste nous, on voulait un accompagnement de ce projet de désimperméabilisation des cours d'école, faire tout un programme d'animation avec une association qui s'appelle Label Bleu, qui est dans les Pyrénées-Orientales. On a eu, alors malheureusement, nous, la réalisation des travaux et c'est un vieux projet qu'on a vu depuis 2019, mais il y a eu la crise sanitaire qui est venue percuter tout ça. Et ça nous a un peu freiné. Après, par contre, depuis un petit moment, on avait quand même engagé des choses avec il y avait l'école de la forêt il y a longtemps, c'est une très vieille initiative. Je crois que c'était les DDA, c'était même avant que ça se transforme en DDTM, je crois qui portait ça, où ça permettait. Alors après, c'est en fonction du bon vouloir des enseignants. Mais nous, enfin, ce qu'on fait au niveau de la commune en mesure d'accompagnement, c'est toujours dans ce souci de donner une égalité d'accès à la nature, à ses connaissances. En fait, c'est de contribuer au financement de classes vertes
Et alors, on a des opérations un peu ponctuelles sur une journée avec des visites d'espaces proches de la commune. Par contre, je crois que rien ne vaut une classe transplantée. Et si on arrive, nous, à le faire, c'est l'objectif qu'on s'est donné au niveau collectivité, d'aider au financement. Alors, il y a toujours une participation qui est demandée aux familles, mais quand celles-ci ne peuvent pas, il y a le CCAS qui à toute discrétion, peut assurer une partie, voire payer en tout cas le reste à charge. Et en fait, c'est un jour, des fois, ce n'est pas suffisant, mais une semaine, comme cela s'est fait au centre des Isards de Pie, qui malheureusement a fermé depuis peu dans la vallée de la Rodja, ou comme cela peut se faire à Mosset, tout près de chez nous. Il y a des centres d'initiation à l'environnement qui sont tout à fait adaptés. Les enfants sont sur place, ils vivent sur place, et je pense que dans la durée, ils ont plein de choses. C'est la faune des Pyrénées, la faune, la flore, le cycle de l'eau. Il y a également des choses un peu plus au niveau sensoriel, avec même des sorties la nuit dehors. Moi, je me rappelle avoir vécu ça en accompagnant. Et c'est vrai que pour des enfants, c'est une véritable aventure de sortir la nuit, 2 heures. Alors, il y a des bruits d'animaux, et puis il y a ces ambiances particulières. Certains ne l'ont jamais vécu. Je pense que c'est vraiment des moments importants de reconnexion. Après, c'est bien sûr un choix que font les collectivités. Les enseignants qui accompagnent, il faut qu'ils soient également volontaires. Mais je pense que c'est plein de bienfaits. Bien sûr. Merci beaucoup. Vous évoquiez aussi tout à l'heure, dans votre présentation, le lien avec l'espace scolaire et puis le périscolaire également, qui, si je bien compris, est aussi concerné par ce réaménagement. Donc, du coup, cette idée de lutte, quelque part, et de prise en compte des inégalités sociales de santé que peuvent connaître certaines populations est aussi envisagée à la fois au niveau scolaire, mais aussi de tout ce qui peut relever des compétences des collectivités au travers des périscolaires, justement, des actions des associations qui peuvent intervenir, mais aussi des équipements, vous le disiez, et puis des financements d'activités et de l'accompagnement aussi, la formation des agents, etc. Tout ça contribue et participe, c'est ça? C'est ça, tout à fait, oui. Très bien. Alors, sur la question des massifs éducatifs, c'est vrai que ça permet, ça donne un support également pour le périscolaire et pour les enfants qui, des fois, ne partent pas en vacances ou parce que les parents soit travaillent et voilà, où sont saisonniers. Ça permet en tout cas de leur offrir des espaces pour pouvoir pratiquer un peu des ateliers. Et c'est vrai que finalement, petit à petit, on essaie aussi de les détourner un peu d'activités de consommation. On le fait aussi avec l'espace jeune, hein, et de profiter de ces supports, de ce qu'on a sur la commune pour les ouvrir et les sensibiliser à la nature. Merci beaucoup. Je poursuis mon reporting de questions. Celle-ci va peut-être s'adresser à Gladys de nouveau. C'est une question qui est posée par Sarah Cosero, qui se trouve être coordinatrice d'un PTSM dans les Hautes-Pyrénées et qui vous demande si est-ce la pleine conscience qui a un impact sur la connexion à la nature ou le fait que les personnes qui pratiquent la pleine conscience sont déjà davantage connectées à la nature. Et elle se portait très surprise de ce résultat, donc du résultat qui apparaissait dans votre présentation, très surprise de ce résultat qui apparaît plus impactant que le contact direct à la nature. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu, Alice ? Oui, alors dans ce cas-là, comme c'était des études expérimentales, c'est vraiment, il y a vraiment un lien causal. Donc c'est bien le fait de pratiquer la pleine conscience qui a un impact positif. Donc ils regardent sur des personnes qui ne le pratiquent pas ou il y a en fait un groupe de personnes qu'on va tester avant et après une série d'interventions qui visent à pratiquer la pleine conscience et on voit une augmentation de cette connexion. Donc c'est bien causal. Et moi aussi, j'étais très surprise parce que je n'avais pas connaissance de cette littérature sur la pleine conscience. Et donc, dans les explications qui peuvent avoir été émises sur pourquoi, même à l'intérieur, quand on fait cet exercice de se concentrer sur le moment présent ou sur ses sensations présentes, il y a plusieurs hypothèses qui sont liées à le fait d'arriver à se connecter, on va dire, avec soi-même, avec son environnement, va permettre ensuite
de modifier notre état, on va dire notre perception, notre état attentionnel, et va permettre de voir mieux les choses qui vont dans notre environnement et à ensuite interagir différemment avec elles et avoir l'impression qu'on en fait plus partie. C'est un exercice que je vous invite à faire des fois quand vous êtes dehors, et ça se ressent assez facilement. Vous fermez les yeux, vous le faites en extérieur, et d'un coup, vous rouvrez les yeux, vous n'allez plus du tout voir votre environnement comme vous l'avez vu avant. Et le fait de répéter cet exercice a apparemment des effets, mais il y a tout un champ de recherche pour essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça modifie? Est-ce que ça modifie l'activité cérébrale? Est-ce que ça modifie? Je ne sais pas. Il y a plein de choses en cours. Voilà. En tout cas, c'est ce qui fonctionne le mieux. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, je le disais, je parcours de nouveau dans l'ordre les questions qui sont arrivées. Alors, les remerciements qui ont plu quelque part, qui sont arrivés en masse, et notamment un remerciement spécifique d'Eva Kozoub, j'espère ne pas mal prononcer son prénom, qui vous dit bravo et trop fort pour l'odeur des sapins. C'est vrai qu'il ne manque que le côté sensoriel au niveau odeur. On y était presque. Alors, une question d'Emmanuel qui nous demande: le DD, donc l'éducation en environnement et développement durable, n'a-t-il pas montré ses limites déjà 40 ans? Je milite pour une éducation populaire au vivant. Alors, je comprends ce commentaire. Après, moi, pour moi, ce qui a été fait, il y a plein de choses qui ont été faites donc je débute, on va dire, dans les interactions que j'ai avec les structures d'éducation en environnement. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour être pris au sérieux, la majorité faisait beaucoup de choses très en lien avec les connaissances, donc inventaire ou nettoyage d'un endroit. Voilà, c'était très factuel et pas trop sur les sensations, sur justement les autres choses qui ont l'air de mieux fonctionner. Mais à chaque fois que j'ai pu leur en parler, ils avaient tendance à être très réceptifs à ça, en disant on avait ça intuitivement, on ne se l'autorisait pas, donc c'était intéressant. Et moi, j'ai tendance à ne pas opposer éducation environnement et éducation populaire, puisque pour moi, c'est la même chose. C'est l'interaction avec l'autre, quel que soit ce vivant, qu'il soit humain ou non humain, c'est l'interaction avec l'autre. Et que le fait que ce soit de l'une ou l'autre des façons, si on commence à mettre en avant ces interdépendances, ce que vous faites à travers ces conférences et ces matinales et tout ça, si on continue à se focaliser sur ça, je pense que les deux vont se rejoindre très rapidement. Voilà. Et partager les objectifs communs. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, mais une autre question de Eva. Où en sommes-nous en France des expérimentations de l'école publique dans la nature, donc les classes en extérieur notamment, comme cela se fait dans certaines écoles privées et peut-être plus dans les pays du Nord? C'est vrai qu'on peut avoir beaucoup d'images comme ça qui nous viennent de classes qui peuvent se dérouler en extérieur, des cours. Est-ce que vous en savez un peu plus? Alors, on va dire que depuis la pandémie, là, ça se lance un peu plus en France parce qu'il y a eu un appel à faire classe dehors pour des raisons qui n'étaient pas du tout les mêmes que celles que j'ai mentionnées, mais juste parce que ça pouvait limiter la transmission du virus, etc. Et en fait, il y a des choses qui sont mises en place, mais ce n'est pas encore, on va dire, c'est pas du tout devenu la norme. Nous, par exemple, en Ariège, on fait avec l'OCCE, donc l'Office de la coopération à l'école, une formation aux enseignants qui s'appelle Faire classe dehors, à laquelle je participe et qui permet de donner un peu des clés pour les personnes qui veulent se lancer. Et ensuite, on a un petit groupe qui se rejoint au cours de l'année pour que les enseignants en discutent. Mais à titre d'exemple, il n'y a pas... les gens s'inscrivent à la formation, mais il n'y a pas tant de personnes qui le font actuellement, en tout cas qui osent dire qu'ils le font, parce qu'ils se sentent encore un peu jugés, parce que ce n'est pas la norme. Mais il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de gens qui le mettent en place, même si c'est juste de faire lecture, d'aller faire lecture dehors. Il fait beau, on va tous dehors et puis on va lire le livre ou on va réciter la poésie à l'extérieur. Et puis il y en a qui sont forcenés et qui ont réussi à avoir un endroit pour pouvoir y aller. Après, la difficulté, c'est d'avoir un lieu sécurisé à l'extérieur. Moi, je me rends compte que c'est ça. Donc, quand on végétalise la cour,
Du coup, il y a la question se pose un peu moins. Mais moi, je pense quelque chose qui pourrait aider les écoles, ce serait que des fois, il y a des mairies qui ont des terrains que personne n'utilise, qui sont proches de l'école, et mettre à disposition, on va dire, d'une école un terrain comme ça peut peut-être faciliter cette école dehors. Et je sais qu'il y a pas mal d'écoles dehors, mais c'est plus dans le privé. Et il y a quelques enseignants dans le public qui se lancent, mais un peu en se cachant, j'ai l'impression, pour l'instant. On a une remarque aussi de Emmanuel Coulon qui nous demande comment développer une culture du vivant chez les gestionnaires, écoles, collèges, lycées, les architectes et surtout dans les entreprises de travaux publics, notamment la VRD, et puis qui nous glisse que l'école publique et gratuite de la connexion humain-nature existe et que c'est l'enseignement agricole, selon lui. Alors, certes, c'est un clin d'œil intéressant et ça nous permet aussi, bien sûr, de ne pas oublier à la fois les élèves, les étudiants de ce secteur et aussi les enseignants et toutes les initiatives qui peuvent être prises à cet endroit-là. Mais pour autant, il s'agit d'imaginer les choses de façon très, très globale et transversale dans ce que vous portiez, Gladys, et autant aussi reconnecter et connecter la nature dans tous les niveaux d'éducation, quels qu'ils soient. Oui, c'est ça, un peu plus tôt. Et, oui. Et puis pas forcément dans une stratégie de gestion. Et voilà, aussi parce que du coup, dans l'agricole, il y a mettre en place des actions pour produire et alors que dans la nature aussi sauvage, elle est aussi là. Après, je pense que c'est aussi vu dans ce type de programme, mais essayer de commencer tôt parce que la déconnexion se fait vers 9-10 ans. Et donc, voilà, dès le collège, dès la primaire, de jamais laisser la place à la déconnexion, en gros. De la maintenir, de l'engager au plus tôt et de la maintenir au maximum. Très bien. Merci beaucoup. Alors, peut-être une question pour M. Magdalou, je me permets de vous la poser. Est-ce que vous avez pu procéder du coup à une démarche participative avec les usagers de l'école, avec les habitants, avec les familles? Comment est-ce que vous avez procédé? Alors, je vous demande une réponse synthétique, bien entendu, mais est-ce que c'est une étape qui a été prise en compte dans votre projet que d'impliquer la population et les usagers à ce projet de revégétalisation? Alors oui, essentiellement les enfants qui par un conseil d'élèves un peu informel qui s'était mis en place et qui souhaitait avoir une cour d'école réaménagée. Alors il s'agissait des élèves de l'école élémentaire et non pas de l'école maternelle. C'est un peu plus difficile de les associer à une démarche participative. Et après, c'est surtout avec une commission extra-municipale élargie, c'est-à-dire avec des élus et des membres non élus, mais qui, dès le début du mandat en 2014, s'étaient positionnés pour participer à des réunions sur ces thématiques. Et ensuite, les parents d'élèves. Les enseignants étaient venus, bien sûr, les animateurs et les parents d'élèves. Alors après, j'ai vu une question qui était posée sur la durée des démarches participatives. Ça a duré longtemps parce qu'on a malheureusement eu la crise sanitaire. Voilà, mais moi, ce que j'aurais aimé faire, c'était en fait de rester sur une année scolaire pour que les enfants qui ont participé à la démarche puissent avoir le résultat. Malheureusement, les enfants de CM1 et de CM2, qui étaient les premiers les plus intéressés, n'ont pas pu voir la réalisation. Alors si, en se déplaçant dans le village, mais ils n'ont pas vraiment vécu, puisque beaucoup sont partis au collège. On a malheureusement été ralenti par ce triste épisode de la pandémie. Mais c'était important pour nous. De toute manière, on ne pouvait pas l'imposer. Il fallait que ce soit partagé par les parents d'élèves, également par les enseignants, par les animateurs du périscolaire pour que ce soit accepté. Je crois que c'est les conditions d'une bonne appropriation. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette réponse. Et justement, en effet, vous mentionniez la question de Madame Ferret qui demandait combien de mois a-t-il fallu pour mener la démarche participative. Alors, je relais cette question à Marie Delagne, puisque la phase figeacoise s'est déroulée il y a très peu. Vous pouvez nous en donner un petit peu plus la précision et puis du coup nous indiquer dans quelle mesure aussi le CEREMA est mobilisable pour d'autres territoires, d'autres collectivités, et dans quelle mesure est-ce que voilà, c'est un service qui est public et qui fait partie de vos missions, ou est-ce que les collectivités doivent contribuer au financement de vos diagnostics, etc.
Oui, donc pour la part, je vais d'abord commencer par répondre pour la question Voilà. sur FIJAC. Donc l'accompagnement de FIJAC, il a commencé en fin mars 2021. Donc les premiers ateliers avec les enfants ont eu lieu en mai-juin, je crois. Donc il y a eu une semaine d'ateliers. Ensuite, il y a eu les grandes vacances qui en fait font une coupure dans l'accompagnement obligatoirement. Et le deuxième atelier a eu lieu début octobre pour un rendu des scénarios qui a eu lieu fin novembre. Donc en soi, dans le cadre de FIJAC, ça s'est fait sur 2 années scolaires, mais ça peut être fait sur une seule année scolaire. Après, il est évident que les durées de travaux plus la phase opérationnelle derrière fait que les élèves de CM2 risquent de ne pas voir leur cours d'école, mais c'est des choses dont les enfants sont conscients et qu'on a vraiment insisté avec eux pour leur dire qu'en effet, ce ne sera pas fait en un jour, mais que c'est très important qu'ils participent parce que c'est eux les plus grands connaisseurs de leur cours d'école et que sans leur aide, on ne peut pas faire fonctionner correctement le projet. Et donc ensuite, le CEREMA, donc, il accompagne en effet les projets de cours d'école. Donc je suis en train de chercher sur le site le lien, mais il y a en effet, vous pouvez le contacter via le site internet. Pour ce qui en est, en tout cas en Occitanie, ce sera revenu vers nous et on pourra ensuite donner suite à vos sollicitations. Et donc oui, par contre, ça a un coût pour les collectivités, même s'il y a certaines parties qui peuvent être prises en charge comme pour la commune que nous avons vue, les agences de l'eau parfois donnent des aides pour la désimperméabilisation de leur cours d'école. D'accord. Quoi qu'il en soit, on peut tout à fait, en première intention, se tourner vers vous pour les collectivités qui le souhaiteraient ou qui auraient des pistes de réflexion pour être accompagnées dès le début, pour C'est ça, justement oui. voir si des financements sont mobilisables à quelque endroit, pour permettre à la fois de faciliter la réalisation et puis la mise en œuvre par votre expertise, du coup. Exactement, oui. Très Donc bien, nous, on se parfait. concentre plus sur des accompagnements préopérationnels, mais c'est sûr qu'après, il y a un lien qui est faisable derrière avec les aménageurs et qui permet d'avoir une approche très intéressante sur les cours. Ok, très bien. Parce que là, du coup, ce que vous nous indiquiez juste avant, c'était que maintenant, au niveau de la ville de Figeac, le projet est à la main de la collectivité maintenant qui va arbitrer et donner suite de façon plus opérationnelle avec le choix d'intervenants un peu plus paysagistes, ce type de prestataires-là, qui seront mobilisés maintenant, c'est ça? Alors pour ce qui est de la cour de récréation en elle-même, parce qu'on continue d'intervenir nous sur les abords, mais pour ce qui est de la cour, on a déjà passé la main en fait à la paysagiste qui a été recrutée par la ville, qui elle devait déposer des dossiers pour la fin de l'année. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a eu un délai, on a accéléré la phase sur la cour afin de respecter ces délais-là et de pouvoir en fait faire que les choses s'enriquent bien et qu'il y ait vraiment une continuité dans l'accompagnement. Parfait. Oui, et qu'un calendrier, j'imagine, en termes de végétalisation puisse être engagé sans trop se rater sur les saisons, peut-être, si je peux le dire comme ça. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces réponses très précises. Je crois que j'ai relayé l'ensemble des questions et mes excuses si l'une d'entre elles était passée à travers les mailles du filet. Quoi qu'il en soit, si c'était le cas, on mettra des compléments à cette présentation en disponibilité sur le site du DRAPS. Voilà, Guillaume se fait le porte-voix de notre équipe en vous remerciant tous et toutes pour cette participation. On espère bien sûr que vous y avez trouvé beaucoup de pistes d'intérêt. En tous les cas, moi je vous renouvelle tous mes remerciements parce que c'était vraiment une très très belle façon de démarrer cette semaine entre le chant des oiseaux, toutes les raisons qu'on peut avoir trouvées de se déconnecter les uns les autres, et pas que les enfants, mais nous tous et toutes, et de retrouver du sens et de la disponibilité à la nature. Merci beaucoup, Monsieur Magdalou, pour le clin d'œil catalan. C'est toujours un plaisir. Et puis, encore une fois, merci Marie pour cette approche et cette ressource que vous portez pour le CEREMA. Je vous remercie quant à moi pour votre écoute et vous souhaite une très, très belle journée et une belle semaine. Merci, vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.